Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors l'idée de cette émission, c'est assez curieux en fait, ça m'est venu parce que récemment dans un grand restaurant, il y avait un sommelier donc qui nous conseillait un vin et il a utilisé exactement ces termes, ce vin pénètre profondément. Alors évidemment, moi j'ai souri puisque la métaphore m'a aussitôt fait penser à l'amour. Et en effet, il y a beaucoup de similitudes entre le vin et l'érotisme. J'oserais même dire entre les femmes et le vin. On parle de la robe du vin, on le regarde avec attention pour évaluer sa volupté. Et je parle bien sûr des vrais amateurs de vin et non pas des alcooliques, hein, parce que lorsqu'on savoure un vin, on le laisse pénétrer notre palais et c'est avec saveur qu'on le déguste. Mon invité Philippe Brenaud est d'origine bordelaise et surtout il a sorti un livre magnifique sur le vin et l'amour dans lequel il y a des phrases que de nombreux écrivains ont dit sur le vin. Et donc je vous propose qu'on évoque ensemble la chair et le vin. Pourquoi le vin joue-t-il un rôle si important dans la sensualité ? Eh bien, je vous propose qu'on revisite un peu l'histoire de cette ivresse depuis la nuit des temps. Et puis, ben voilà, si vous avez envie de nous parler du vin, d'un jour où peut-être le vin vous a permis d'oser aller séduire votre chère et tendre qui est aujourd'hui votre épouse, pourquoi pas ? Ou si un bon verre de vin, tous les deux, face à une nuit de pleine lune comme en ce moment, ça peut vous donner encore plus d'amour, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Alors Philippe Brenaud, j'ai envie de lire la phrase derrière ce livre que vous avez écrit, l'ivresse des sens n'a d'égal que l'ivresse des mots lorsque le sexe et l'amour se mêlent au sang de la terre. C'est magnifique, hein ? En tout cas, ça contient... c'est vous qui l'avez écrit, alors vous n'osez pas dire que c'est magnifique. Moi, je le dis, c'est magnifique. Ma pensée sur le vin et ma pensée sur l'amour. Alors, on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Moi, j'aime bien, il faudrait dédramatiser le vin d'abord et ne pas le minimiser, puisque... Non, mais je crois qu'il faut faire... C'est pour ça que je faisais la différence entre l'alcoolisme et le grand amateur de vin. Parce que, je crois que vous êtes un peu comme moi. Quand vous avez un verre de vin, vous prenez le temps de le déguster, vous avalez pas votre verre de vin pour en prendre un deuxième aussi vite. Bien sûr. Mais c'est vrai que il faut à la fois presque un peu le réhabiliter parce que à la fois absolument pas dans l'excès, et on sera amené à le dire dans cette émission, parce que l'excès, que ça soit par rapport au comportement ou par rapport au sexe, peut avoir des conséquences compliquées du fait de l'excès de l'alcool et du vin. Mais c'est réhabiliter la beauté du vin, alors qui est une invention humaine qui s'est certainement faite par hasard. Dans le triangle fertile, vous savez, de Babylone, là, dans cette région du monde, il y a 8 à 10 000 ans. Et la chose essentielle, cette invention par hasard, c'est certainement quand on a laissé des raisins récoltés qui ont mûri, qui ont pourri dans un coin. Effectivement, ça va donner quelque chose de très particulier. Ça a fermenté tout seul. C'est la fermentation naturelle. Et ça a donné le premier vin. Et moi, j'aime bien cette phrase de Galilée. Galilée, qui était quand même... Il s'occupait c'était un scientifique qui s'occupait de l'univers. Mais il a dit une chose extraordinaire en parlant du vin. Il dit, le vin, c'est la lumière du soleil qui est restée captive dans de l'eau. C'est magnifique. Et c'est magnifique, c'est complètement vrai. Et c'est vrai quand on regarde à travers un verre, la couleur du vin, c'est magnifique. Alors, il y a une immense variété de vins qui sont produites par le soleil et qui vont donner quelque chose qui fondamentalement est de l'eau, qui va devenir, c'est du changement de l'eau en vin. Hein, voilà, c'est ça. Donc ce vin va avoir une gamme extraordinaire de
de sensations, et ça rappelle les sensations de l'amour. On va être amené à en parler, mais c'est vrai que... De toute façon, l'ivresse, ça s'applique à la fois au vin et à Il y l'amour. a une ivresse amoureuse et une ivresse alcoolique, oui, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que toute l'approche du vin, par exemple, elle se fait comme l'approche d'un corps aimé, elle se fait comme l'approche de la sensualité, de la sexualité. Ça passe toujours par les sens. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça sera le gustatif, l'odoriférant, et ça va être même tactile, et tout à l'heure mais même le visuel, enfin moi je sais que alors j'ai une préférence pour le vin blanc et le champagne, mais moi, je suis dans les rouges, alors ça va très bien, on est complémentaires. Et j'avoue qu'un bon verre un verre de blanc, et suivant les vins, les couleurs sont différentes, et c'est une couleur d'or, enfin c'est il y a de l'or, il y a de la paille, il y a... Vous, c'est plutôt le rubis. Tout ce vocabulaire rubis, il y a tout ce vocabulaire métaphorique qui rappelle, qui permet de décrire au plus près ce qui est ressenti. Et c'est en cela que c'est magnifique. Mais d'ailleurs, ce soir-là, donc le sommelier qui nous proposait un vin, etc., quand il a sorti sa phrase, moi j'ai ri, j'ai souri évidemment, et il s'est mis à rougir. Donc il s'est bien rendu compte aussi de ce qu'il était en train de dire. Rougir quand même, c'est le vin fait rougir aussi. N'est-ce pas? Et alors, il y a aussi ça, un petit verre de vin, encore une fois, hein, il faut... Oui, avec modération. Avec modération, on est bien d'accord, on va pas inciter les gens... On pourrait presque dire avec consentement. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du consentement. Mais bon, pour revenir avec un petit verre de vin, ça libère un tout petit peu pour être plus dans le lâcher-prise sexuel. Alors, c'est très vrai que... Quoi qu'on en dise, c'est vrai, quoi. Oui, la sexualité, l'intimité sexuelle n'est jamais facile pour personne. Hein. Certains sont très habitués, donc ça semble plus facile. Mais il y a toujours des résistances, des parts de nous qui ne s'abandonnent pas totalement. Et pour certaines personnes... encore moins facilement, du fait de l'éducation, du fait du moment et de la relation à l'autre, ainsi de suite. Et c'est très vrai que le vin, lorsqu'on est dans un consentement mutuel, on va pouvoir accéder progressivement, quelquefois par étapes successives, eh bien, effectivement, il y a une petite désinhibition. On poursuit une désinhibition, et c'est vrai, ça peut permettre une libération qui existe moins, ou pas pour certains qui n'existe pas facilement, sans quelque chose qui va libérer. Et puis peut-être qu'on peut un peu dédier cette émission à Alain Marty, que vous connaissez bien aussi, et qui parle beaucoup du vin, évidemment. Alain Marty qui a fondé le Wine and Business Club et qui fait quelque chose de remarquable. Hein. C'est la seule émission, moi j'étais chroniqueur dans son émission, qui est sur Sud Radio d'ailleurs, toujours. Bien sûr, oui. Et qui est la seule émission consacrée au vin et à l'œnologie, et c'est remarquable. Est-ce qu'on peut pas parler d'art aussi, parce que c'est, enfin, je veux dire, les bons vins, pour arriver à réussir, c'est un art, quoi, même. Mais bien sûr. Alors ça, alors moi, ce que je connais dans le Bordelais, où mon grand-père était négociant entre les deux guerres sur les Chartrons à Bordeaux, et j'ai rencontré beaucoup de maîtres de chai. Le maître de chai va permettre de faire en tout cas dans le Bordelais, des assemblages. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va mêler exactement comme des parfums, on va mêler des notes particulières, des parcelles qui viennent de tel ou tel cépage, et qui vont donner la tonalité de ce vin cette année-là. Et donc c'est un assemblage tout à fait artistique, merveilleux, qui va donner tout le plaisir qu'on va avoir avec des vins. Il y a une palette immense, même l'intérêt de ceux qui connaissent, parce qu'autrement on voit pas autant les différences, c'est que le même vin n'est pas la même chose chaque année, et c'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose de vivant qui est fabriqué par les humains et qui va se renouveler sans cesse.
Et ça explique toute l'intérêt de s'intéresser au vin. Alors ce magnifique livre, Le vin et l'amour, était sorti il y a déjà quelques années. Malheureusement, il n'est plus disponible, il va peut-être redevenir. Mais si quelqu'un a envie, en nous écoutant, peut-être de l'éditer, alors de l'éditer, et puis pour ceux qui veulent le rechercher dans les librairies d'occasion, et puis même peut-être on peut prendre sur Amazon ou la Fnac, vous allez trouver des livres d'occasion. Et dans ce livre, ce qui est formidable, c'est que vous citez beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur le vin. Énormément. Et c'est fou, je veux dire, on redécouvre... il y a des choses magnifiques. Oui, il y a des choses extraordinaires. L'une qui a été formidable, c'est Colette. Colette avait été initiée par son père au vin, et elle raconte une chose merveilleuse. Colette raconte: j'ai fait un jour une rencontre merveilleuse. Un séducteur formidable qui m'a impressionné dès le début. Je n'ai plus tous les mots en tête, ainsi de suite. Le Jurançon. Et elle vient de vous décrire quelqu'un, et au fur et à mesure qu'elle en parlait, on imagine un très beau jeune homme qui s'approche d'elle, parce qu'elle raconte qu'il s'approche. C'est du Colette. C'est le Jurançon auquel mon père m'a apprise très très jeune, et ainsi de suite. Et j'ai été très touché, puisque je crois que je vous l'ai peut-être dit, Brigitte, par tradition, du côté de mon père, on est dans les Pyrénées, et ma grand-mère paternelle a absolument voulu que j'ai un baptême berné, c'est-à-dire comme Henri IV l'avait eu, c'est-à-dire lors du baptême, à l'église, où il y a l'eau bénite et ainsi de suite, on a frotté à Henri IV et à moi-même une gousse d'ail et une goutte de Jurançon. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un si bon sexothérapeute. Philippe Breneau est avec nous, et on va s'amuser comme ça à nous raconter nos souvenirs grâce au vin, des souvenirs qui ont eu du coup une couleur, une sensualité particulière. Sûr, oui. On se retrouve dans un instant, et je crois que c'est Belinda qui va nous rejoindre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous, psychiatre, anthropologue, sexologue, et nous évoquons aujourd'hui tout particulièrement la sensualité, et l'amour et le vin. Bonjour Belinda. Bonjour Brigitte. Bonjour Belinda. Eh bien, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter justement? Alors, moi, je vais être comme vous, j'ai une préférence pour le vin blanc, donc notamment le Montbazillac. Oui. Et c'est vrai que lors d'une soirée, j'étais avec un homme qui a offert donc du vin blanc, du Montbazillac, et quelque chose de doux, de sucré, et qui, au fur et à mesure où je buvais ce vin blanc, effectivement, j'avais envie de ce monsieur. Je me suis sentie libérée par l'alcool. Oui. Alors que je suis quelqu'un qui ne boit que très rarement, occasionnellement. Et là, il s'est passé quelque chose. Mais est-ce que c'est parce que justement ce vin que vous ne connaissiez peut-être pas a provoqué quelque chose de particulier et vous a libéré, et à la fois c'était sensuel. Donc j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de cet ordre-là, non? C'est exactement ça. Ce vin est sucré, et j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose dans la bouche d'érotique. Le mot est peut-être fort, mais d'érotique, puisque je me sentais à l'aise dans mon corps, j'avais plus de complexe, et parce que c'était quelqu'un qui était très beau, ce monsieur, et je me disais que jamais il pouvait se passer quelque chose avec lui. Et le fait d'avoir bu cet alcool occasionnait des sensations dans mon corps que je n'avais jamais connues. Et vous ne connaissiez pas ce vin auparavant? Pas du tout. Voilà. Et peut-être que vous n'aviez jamais... La surprise. Vous savez, Philippe Breneau, on dit toujours que les femmes, il faut savoir les surprendre. Mais oui, bien sûr. Et voilà. Bien sûr. Alors, il y a aussi quelque chose de particulier. Alors, on a parlé, alors aujourd'hui, où on ne veut pas avoir de différence, c'est un discours qu'on fait moins. Mais on parlait, il y avait des vins pour les hommes, et il y avait les vins pour les femmes. Et pour les femmes, on parlait toujours des vins sucrés, et notamment des vins blancs sucrés. Alors, il y a des vins blancs sucrés naturels,
naturels comme les sauternes sur une pourriture progressive, et c'est un petit peu compliqué, puis c'est plus rare et moins facile à trouver. Le Montbazillac, c'est un vin qui est chaptalisé avec l'autorisation, parce que normalement on n'a pas le droit de rajouter du sucre dans du vin. Mais c'est ce qui est fait à Montbazillac. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est issu d'un travail qui se fait après la vendange, lorsque le vin est en train de finir sa fermentation, on rajoute du sucre et ça donne ce goût très particulier que vous avez rencontré. Alors il y a la surprise dont parle Brigitte. C'est vrai que la surprise est un phénomène formidable du, entre guillemets, du tomber amoureux, mais il y a aussi autre chose, moi je crois, dans la désinhibition avec le fait un petit peu de l'alcool, mais attention, les effets de l'alcool, ils sont pas immédiats. Ça va être dans 10 minutes, un quart d'heure. L'effet du sucre, il est immédiat. C'est vrai. Et vous deviez être, est-ce que vous n'étiez pas un petit peu, de notre côté, addict au sucre, je sais pas moi, dans le chocolat, dans des tas d'autres choses? Non. Pas trop? Non. C'est vraiment ce vin, cette saveur, ce goût dans ma bouche, qui est resté dans ma bouche. Parce que j'ai apprécié réellement ce vin. Et il m'a apporté un bien-être au niveau de mon corps. J'ai vraiment senti quelque chose. Alors quand vous dites, pas tout de suite parce que je l'ai bu lentement, je l'ai vraiment savouré ce vin. Comme on peut savourer un homme. Vous voyez, à ce moment-là, c'est ces pensées que j'ai eues. Oui, et puis il faut pas disséquer la situation. Ce qui vous a frappé, et d'ailleurs vous êtes toujours attaché au Montbazillac. C'est important pour vous. Oui. C'est devenu son aphrodisiaque, enfin, mais franchement, oui. Philippe. Mais oui, ça fait penser à cette phrase de mon ami Boris Cyrulnik qui vous dit « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché ». Eh bien oui, vous êtes attaché au Montbazillac, mais il ne faut pas disséquer. C'est le Montbazillac, c'est ce moment particulier, avec cet homme particulier, et c'est ça qui fait un espèce de filtre amoureux extraordinaire. Oui, voilà. C'est joli ce que très beau comme c'est histoire. joli ce que vous nous racontez. Mais alors Belinda, quand même, moi je veux savoir, donc vous étiez prête, vous avez fait l'amour avec cet homme, et après, Oui. quand vous l'avez dégusté, lui, qu'est-ce qui vous est resté? C'était toujours bien ou finalement c'était... Non, c'était toujours bien. Bon. J'allais dire, est-ce qu'il était sucré? Alors, vous voulez connaître la suite de l'histoire? Oui, si vous voulez. Toujours, moi. Je me doutais que Brigitte voudrait savoir. Mais écoutez, on a tellement apprécié ce vin parce que lui aussi, parce que un homme, je pensais pas qu'un homme boirait du vin blanc. Ouais, donc il a bu du vin blanc et on a fini avec du vin blanc sur nos corps à tous les deux. C'est magnifique. Voilà. Et donc vous étiez sucré aussi. Ah C'est oui, exactement ça, et lui aussi. mais ça montre bien aussi, là, ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que la sensualité, ou du moins le vin, va concourir à l'amour par la sensualité, et là vous le dites également par un côté tactile sur le vin qui vous envahit le corps. C'est très très beau. Merci beaucoup. Bon. Je vous en prie. Si grâce à vous les ventes de Montbazillac augmentent, Belinda, on saura pourquoi. C'est ça. On va l'appeler Montbazillac le vin amoureux, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est presque un vin d'apéritif, en fait. Oui, auparavant, ça se donnait beaucoup en apéritif. Ça se donnait sur des entrées. Enfin, à Bordeaux, c'était comme ça que le Montbazillac se prenait. Mais bon... Avec le foie gras. Voilà. C'est ce que m'a expliqué ce monsieur par la suite. Exactement. Et alors, combien de temps vous êtes resté avec ce monsieur? Je suis restée 6 ans avec ce monsieur. Ah oui. Très bien. Donc, ça va. Oui. Oui, c'était une très belle relation. Ouais. C'était une belle histoire. Et nous sommes restés amis et de temps en temps, nous buvons encore tous les deux du Montbazillac. Mais voyez, ce que je trouve beau aussi dans votre témoignage, au-delà du vin, c'est que la rencontre, quand il se passe quelque chose de fort, comme ce que vous avez raconté, ça laisse quelque chose toujours. Oui, et c'est chouette, ça. On va bientôt fêter la Saint-Valentin. On va évidemment vendredi parler beaucoup de la Saint-Valentin. Mais moi, ce que je voudrais déjà dire à tous ceux qui nous écoutent, pour la Saint-Valentin, ce qu'il faut fêter, c'est aussi ce qui s'est passé au moment de notre rencontre. C'est ça le plus important. Et peut-être si vous étiez encore avec cet homme, le 14 février, vous auriez bu du
bon basillac. Bien sûr. Tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites en plus. Oui, c'est très important. Le premier instant, quand on rencontre quelqu'un et qu'après ça reste une histoire, qu'elle dure 3 ans ou 15 ans, qu'importe, c'est ce premier instant qu'il faut toujours fêter parce que c'est la source. Et la source, elle peut toujours jaillir. Oui, et voilà. Et c'est vrai. Pardon. Ah non, allez-y. Il est d'ailleurs prévu qu'on se retrouve vendredi avec une bouteille de Montbazillac et du foie gras. Ah, c'est formidable. Voilà. Mais c'est vrai que moi je dirais que le vin de cette façon-là agit comme un starter. C'est-à-dire que ça va un petit peu désinhibé, vous avez dit il s'est passé quelque chose, mais c'est tout à fait au début et ça permet de lever, c'est même pas des inhibitions, c'est de lever des freins à soi-même. À ce moment-là, on va marcher sur un boulevard, sur une avenue, ça va être quelque chose de beaucoup plus facile et qui va libérer les comportements des deux côtés. Eh bien, merci beaucoup Belinda, et vous aussi, si vous avez envie de nous raconter une histoire, on vous attend sur Sud Radio. Dans un instant, notre Love Conseil, et Philippe Breneau va nous proposer la recette d'Ovide. Avec Philippe Breneau, aujourd'hui, nous parlons du vin et de l'amour. L'ivresse joue-t-elle un rôle important dans la sensualité? Venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, exceptionnellement, c'est Philippe Breneau qui va faire le Love Conseil parce qu'il m'a mis l'eau à la bouche, si je puis dire, tout à l'heure quand on prenait le café, puisque vous m'avez parlé de cette recette d'Ovide. Alors, oui, on va en faire profiter tout le monde. Mais voilà, Brigitte, et c'est même une recette et même pourquoi pas pour la Saint-Valentin et pour ceux qui veulent séduire. C'est une recette infaillible. Ovide, vous savez, qui est un poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit l'Art d'aimer. Qui va écrire l'Art d'aimer. Il est le poète le plus proche de César. Or, écrivant l'Art d'aimer, il n'imagine absolument pas qu'il va disparaître. Il va être exclu, il va partir en... comment on appelle ça? Il est obligé de fuir Rome. Toute sa vie, il essaiera de revenir, on ne le permettra pas. On pense qu'avec l'Art d'aimer, on a très peur à Rome qu'il n'amène les matrones à devenir des courtisanes, à devenir... et là, les patriciens romains n'acceptent pas. Alors Ovide nous dit ceci, c'est un maître en amour, et il donne une recette infaillible de séduction, dans laquelle se mêlent le vin et l'amour. Voilà ce que dit Ovide, ce sont ces mots. Écrivez avec du vin quelques mots tendres sur la table de vos agapes. Pas très difficile, on peut le faire. Puis buvez à la même coupe, à l'endroit précis où l'autre vient de poser ses lèvres. Et ça, il le raconte 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, il y a quelque chose de magique. Avec votre amoureux, votre amoureuse, vous pouvez faire une chose. Et souvent, à l'insu de l'autre, c'est-à-dire vous voulez faire tomber quelqu'un amoureux ou vous voulez tomber amoureux de quelqu'un, vous allez essayer de poser vos lèvres là où l'autre les avait posées. Il va se passer quelque chose. Et quand vous êtes amoureux, vous essayez de poser vos lèvres au même endroit. Vous pouvez le faire pour la Saint-Valentin et faire une nouvelle rencontre. C'est ce que on pourrait dire, c'est une sorte d'élixir d'amour inventé par Ovide il y a très longtemps maintenant. Et vous l'avez fait déjà, Philippe? Oui, je me souviens l'avoir fait parce que ça m'a intrigué. Bon, j'étais déjà dans quelque chose d'important comme relation. Je suis pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais ça m'a amusé. Et ça m'est arrivé de le renouveler plusieurs fois. Je me suis dit, peut-être que ça pourrait marcher. Bon, en tout cas, c'est un conseil que peut-être certains d'entre vous auront envie de suivre le 14. Et puis ça peut se faire, dernier mot pour les hommes, parce que la trace des hommes sur le verre ne se voit pas, mais la trace des femmes se voit parfois. Si on a du rouge à lèvres, bien sûr. Et mettre vos lèvres sur la trace des lèvres féminines, il y a quelque chose de symbolique pour un homme. Eh bien, on va le faire. Patrick, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Merci d'avoir évoqué Ovide que je vénère.
Eh oui, mais c'est... Mais qui est mal traduit. Enfin, moi, je ne suis pas du tout latiniste, et donc mais je n'appellerais pas ça l'art d'aimer, mais l'art de séduire son livre. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas vraiment l'art d'aimer, c'est l'art d'aimer d'une certaine façon, mais plutôt l'art de séduire. Comment l'homme peut séduire, comment la femme peut séduire. Là, je pense, Patrick, que déjà, Philippe avait surtout donné envie à quelques personnes d'aller l'acheter, mais alors là, vous avez donné envie à tout le monde d'aller l'acheter, hein, l'art de séduire. L'art de séduire. Mais c'est très vrai aussi que, vous savez, quand il y a eu des tas de livres, par exemple, il y a un livre de Darwin qui est, dans le titre, est manifestement faux. On le sait, la traduction a été mal faite, mais on ne peut pas changer les titres. Une fois que c'est un peu emblématique. On a bien changé les 10 petits nègres. Oh ouais, bon voilà. Et donc l'art de séduire, je vous en prie, Patrick. Voilà, donc moi, je vais être un petit peu moins enflammé que l'auditrice qui a commencé l'édition, parce que moi j'ai malheureusement pas un souvenir en particulier de séduction lié au vin, et si pour moi le vin avec un bon repas est une belle entrée en matière pour une soirée qui peut être très agréable par la suite, ça sera forcément à dose très limitée, puisque j'aime beaucoup le vin. J'apprécie comme un accompagnement au repas, mais il faut vraiment que je limite l'usage du vin, parce que alors moi ça m'assomme plus de 2 verres dans un dîner, et j'aurais surtout très envie de dormir après. Oui, mais de toute façon, on ne conseille pas de boire plus de 2 verres. Hein. Ça me paraît déjà pas mal. Hein. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Enfin, si on ne boit pas beaucoup, 2 verres, c'est déjà. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit de prendre le volant si on n'a plus d'un verre. Hein. C'est 2 verres même, je crois que c'est même en trop. Dessous, je crois. Ouais, un verre, mettons. Oui. Et ce qui est très bien d'ailleurs. Au-delà de la sécurité routière, c'est vraiment, moi, il y a cet effet-là qui vient assez rapidement de l'embrumement et qui n'est pas du tout l'ivresse, qui est plutôt je dors. Donc, je limite. Je limite, mais j'apprécie. Et c'est vrai que moi, j'ai une anecdote. Alors, c'est pas autour du vin, mais autour du repas. Le premier repas où je déjeunais avec celle qui allait devenir ma femme. Et alors, j'étais tout dans mes pensées. Et surtout, elle me faisait beaucoup parler, ce qui n'est pas très difficile dans l'absolu. Mais elle buvait mes paroles. Et surtout, j'ai pas fait attention que pendant toute une partie du repas, elle avait fait exprès de commencer à dégager des choses qui étaient entre nous et qui, à un moment donné, lui a permis de enfin pouvoir poser sa main sur la mienne. Oui. Et j'avoue que ça restera comme un moment suspendu à jamais. Donc il y avait du vin à table à ce moment-là. Mais c'est surtout, en fait, son jeu que je n'avais pas du tout vu, de pouvoir débarrasser tout ce qui pouvait empêcher un contact physique et d'un seul coup pouvoir quand même, elle, poser sa main sur la mienne. Ce qui est une tactique très féminine, ça, pour que l'homme comprenne bien que ça y est, la porte est entrouverte, c'est de poser une main sur la vôtre, oui. Vous me rappelez, Patrick, un proverbe qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui est un proverbe traditionnel de la langue française, qui se disait « bon vin, parole longue ». C'est-à-dire qu'en fait, le vin désinhibe les comportements, on l'a dit en amour, mais désinhibe la parole. Le nombre d'aveux, même de choses, il y a des affaires criminelles, on a entendu récemment, genre, des gens qui, sans faire attention à un moment où ils ont un peu bu, vont dire quelque chose qu'ils retenaient caché, et il y a des affaires qui sont résolues après quelques verres de vin que, imprudemment, la personne avait dit en face. Alors, bon vin, parole longue avec votre épouse lorsque vous la rencontrez, eh bien, vous avez dit juste après une phrase qui est magnifique, « Elle buvait mes paroles ». Et vous voyez bien qu'on est dans la même chose, c'est-à-dire que on est dans un échange de liquide et on est dans quelque chose qui va être le début de la relation va se faire de cette façon-là, c'est-à-dire libérer ce qui freine la pensée, ce qui freine la parole et en fait les comportements. Et en définitive, c'est ça qui vous a fait peut-être. Vous disiez juste après, elle buvait mes paroles et puis elle était fascinée et c'est ce qui a enclenché peut-être la relation. Disons que c'était la touche finale. Elle avait vraiment vu très bien où elle voulait aller. Vous savez, c'est une femme qui connaît bien les hommes, Patrick, parce que boire les paroles d'un homme en le regardant avec admiration, quel homme ne craque pas, parce que ça veut dire oh qu'est-ce qu'il est extraordinaire, tout ce qu'il me raconte est formidable. Et puis l'homme il fait le coq, hein, et vous avez fait le coq, Patrick. D'autant plus quand la femme est intelligente, Brigitte.
Bah, En tout c'est cas, bien c'est sûr. une sorte de double effet qui se coule dans Bien ces sûr. cas-là. C'est que, bien sûr, si, oui, je suis un peu un coq, mais c'est d'autant plus touchant et lorsque la personne en face de moi est vraiment intelligente, et c'est le cas de ma femme. Donc, voilà, une sorte de gratification et Mais bien sûr, bien d'enchaînement sûr. positif. Quand je disais le coq, c'était pour sourire, hein. C'était pas du tout pour vous. Mais je crois que dans l'art de séduire, justement, c'est admirer l'autre, l'écouter, et on le séduit. Hein. Vous savez, je crois que c'est Talleyrand qui disait que on vous trouve très intelligent quand vous avez passé la soirée à écouter les autres. Hein. Ah oui. Oui. Donc mais elle était certainement, en effet. Fascinée par vous et puis elle a su de manière très très subtile vous montrer que vous pouviez y aller. Et peut-être que... Ce qui était incroyable, c'est que moi, j'ai vraiment rien vu venir à ce moment-là. Parce que c'est après que j'ai constaté qu'elle avait vraiment dû bouger beaucoup d'objets. Oui, je vois bien. Elle a ouvert le chemin entre vous. Oui. Et elle partageait la même boisson avec vous? Oui. Parce Souvent, on fait ça, on prend souvent le même vin qui peut être blanc ou Bien rouge, sûr. mais on a souvent le même vin. Après, c'est pas une obligation. Mais Vous voyez, par exemple, quand je vous évoquais bon vin, parole longue, c'est-à-dire que vous mettez à parler, mais en face, ça ouvre la réceptivité. C'est-à-dire qu'on n'est pas pareil. Et on va être, et c'est ce qui a permis cet échange, cette interpénétration des discours, des regards, des sensualités. Le vin participe beaucoup. Et plus le vin, d'ailleurs, vous voyez, c'est pas la même chose. On dit bien qu'on partage une bouteille de vin. On partage pas une bouteille de whisky ou une bouteille d'un alcool fort. De la même façon, c'est pas la même chose. C'est cette progressivité dans la mesure où on conduit pas, toujours pareil. Effectivement, cette progressivité, tenez, c'est peut-être parce que la vitesse de cette progressivité correspond au mouvement assez lent de la progression amoureuse ou sensuelle dans une soirée. L'alcool très fort va vous amener d'abord à quelque chose qui va être trop assommant quelquefois juste après, et ça correspond pas. C'est pas la même chose. C'est en cela que le vin il suit et il va peut-être à votre rythme. Voilà, chacun. Il peut en effet accompagner le repas. Et, voilà. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit une bouteille de champagne quand on est seul, c'est toujours trop, et parfois 2 bouteilles de champagne quand on est 2, c'est pas assez. Ouais. Donc en fait, c'est aussi cette notion de partage. Moi, je pense que je n'ai jamais ni pris d'alcool lorsque je mangeais seul. Pour moi, alors que ce soit avec une amoureuse ou avec des amis, c'est toujours une forme de partage qui prédomine. L'alcool seul, je trouve ça triste. Et vous dites bien manger, c'est-à-dire partager un repas, l'alcool qui accompagne un repas. Or, on sait, nous c'est même utilisé en thérapeutique, que le repas est anxiolytique. C'est-à-dire le fait de pouvoir incorporer, manger. On le fait, je vous donne quelque chose qui fait penser, chez les tout jeunes enfants, quand il y a des phobies ou des choses comme ça, et qu'on veut les amener à quelque chose d'anxiolytique, eh bien on les fait manger. Quand ils mangent, et c'est que leur corps accepte, à ce moment-là, on peut leur présenter des stimuli qui sont un petit peu phobogènes et qui vont pouvoir progressivement se désensibiliser. Donc le fait de manger, eh ben, c'est déjà une première acceptation. Il n'y a qu'à voir, quand on est très anxieux, ben, on ne peut pas manger. Et c'est bien cela, le vin accompagne un repas. Et c'est encore Cyrulnik qui nous dit que la première offrande amoureuse, elle est toujours alimentaire. Et chez les oiseaux, chez les animaux, chez nous. Je pense quand même que pratiquement tout le temps, les premiers rendez-vous se font autour d'une table, bien sûr. C'est comme ça qu'on séduit, évidemment. Merci sûr. Patrick, en tout cas, pour cet échange. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on retrouve Christophe dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno qui est toujours avec nous. Nous parlons du vin et de la sensualité. Et c'est Christophe qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Et bonjour Christophe. Ah, le vin, breuvage divin.
Breuvage divin, c'est joli, ça rime en plus. Oui. Breuvage divin. Ouais, je suis amateur de vin, effectivement, et de sensualité, de toutes ces choses-là. D'ailleurs, souvent, je dis le vin, c'est le fruit de la fermentation, alors que l'alcool, c'est le fruit de la distillation. Ne mélangeons pas tout. Ah oui, c'est vrai aussi. Oui, le vin, c'est le partage. C'est pour moi, c'est la convivialité. C'est un moment, un instant où le temps peut s'arrêter autour d'une discussion. Mais le vin sans contenant, c'est aussi important, le contenant. Un beau verre à pied, bien galbé, avec des formes généreuses, à tenir par le pied ou par le verre. Ça peut amener à des choses... Mais bien sûr. À l'imaginaire. Non, mais vous avez raison, c'est tout un ensemble et c'est vrai que l'art de la table, c'est ça aussi, c'est-à-dire que un bon repas, des mets de qualité qui seraient mis dans des écuelles, ça serait ridicule. Exactement. Et c'est pareil pour un verre de vin. Enfin, on met pas un verre de vin dans un gobelet en plastique. Disons que surtout que ça dénaturerait le vin, je pense. Et puis même, il n'a pas... moi, je connais l'évolution, par exemple, pour des raisons apparemment esthétiques ou de changement de génération. Par exemple, on a changé les verres de dégustation, notamment dans le Bordelais, des verres qui avaient un volume rond assez important, qui étaient ouverts sur l'extérieur, et maintenant alors il y en a certains pour les sommeliers qui sont refermés pour le nez, mais par contre il y en a beaucoup qui sont anguleux et qui, à mon avis, dénaturent le vin. C'est pas le même goût. Moi, personnellement, je le vois, alors peut-être y a-t-il des habitudes qui me font me tromper, mais franchement, le vin va vivre dès qu'il sort de la bouteille. Alors, il est mieux en flacon, souvent, dans une flasque, dans une carafe, quand il s'oxygène, mais il va y avoir la même chose qui se passe dans le verre. Et suivant, si vous avez un tout petit verre et qu'il est complètement plein, suivant, vous avez un verre qui lui permet de s'oxygéner et de changer, et il va être très différent. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime les grands verres ronds où on peut faire tourner le vin, le faire s'oxygéner de manière à sentir son parfum. On peut aussi faire sentir le parfum aux autres personnes, parce que ça peut être une femme, mais ça peut être aussi des amis, des copains. Enfin, le vin se partage pas forcément qu'avec une femme ou un homme. Partage avec tout le monde, et puis donc on peut... À part une femme et un homme, je vois pas trop qui on pourrait... vous partagez pas le vin avec votre chat. Plusieurs. Oui, je plaisante. Voilà, bien sûr. Et sentir ce vin et partager déjà sur les odeurs peut amener à de la sensualité, parce que moi je bois pas forcément du vin, ou je déguste pas forcément du vin à table. Ça peut être à l'apéro, dans un lit, dans un bon film, ça peut être déporté. Ça peut être lors d'un pique-nique dans les bois, ou ça peut être plein de choses. Ça peut s'amener, pas forcément autour d'un bon repas. Le danger de boire pendant le repas, c'est qu'on va boire du vin comme parce qu'on a soif. Et c'est à ce moment-là, on n'est plus dans la dégustation vraiment du vin, parce que boire parce qu'on a soif, on boit pas du vin, on boit de l'eau. Enfin, je veux dire. Effectivement. Non, mais ça me paraît important, parce que si on a un très bon vin, il faut vraiment le déguster. Oui, autant. Oui. Allez-y. Non, je veux dire que ça m'a fait penser que je crois qu'on peut être très bons amateurs, on peut être amateur de vin si on connaît bien, si on est amateur d'eau. Parce que, je veux dire, l'eau peut être une formidable transition, et en définitive, c'est comme ça qu'on va apprécier toutes les gammes de choses qui sont si différentes. Quel était le nom d'un grand... Ah oui, c'était une blague, allez, je vous la fais, d'un grand-père que j'ai connu, qui était viticulteur dans le Lot, et qui disait qu'il préférait toujours le vin d'ici à l'eau de là. Oui, bien sûr. Elle est très drôle. Oui, non, mais je crois que ce qui est important, et là je vais faire un petit cours d'hygiène de vie, on a besoin d'eau, parce qu'on a besoin de boire, et c'est vrai que c'est important de boire entre les repas.
pour que justement pendant le repas on n'ait pas trop envie de boire, parce que boire beaucoup d'eau pendant le repas c'est pas très bon, ça gonfle l'estomac. Et en revanche, si on a bu suffisamment entre les repas, à ce moment-là, on va déguster le vin pendant le repas. Voilà, effectivement, parce c'était ma que petite. boire du vin qui contient, bon, tout à l'heure je disais, c'est le fait de la fermentation, mais il y a quand même un certain degré d'alcool. Forcément, ça déshydrate, donc il faut toujours boire un peu d'eau pour éviter de se déshydrater. Voilà, tout simplement. Ah oui, ça. Alors ça, c'est un conseil qu'il faut expliquer à tous ceux qui nous écoutent. Chacun d'entre nous, on peut aimer passer un bon repas, surtout le soir, boire pas mal de vin, et en définitive, on est chez soi, on va pas, et même les gens qui sont sur Paris, puisque moi je suis un Bordelais qui habite Paris, quand on prend le volant, non. Mais les gens vont avoir un transport en commun, un taxi, tout ce qu'ils veulent pour rentrer, et en définitive, on boit pas plus que de mesure, mais on peut très souvent, effectivement, il y a plusieurs bouteilles qui vont défiler tranquillement, parce c'est pas exagéré. Ok. Par contre, vous êtes très étonné, le lendemain, vous avez très mal à la tête. Et quelquefois, ça gêne la nuit. Alors, il faut savoir que le vin va assécher notamment le cerveau. Ça, c'est très démontré, c'est bien connu. C'est-à-dire qu'il y a des échanges osmotiques entre la circulation dans le cerveau et la circulation générale, qui fait qu'à ce moment-là, il manque de l'eau. Et il y a une chose qui est très très simple, et d'ailleurs souvent on peut être beaucoup mieux, c'est d'alterner, de prendre par exemple pas mal d'eau à certains moments, des transitions dans le repas. Tiens, on prend 2 ou 3 verres d'eau et puis on repart pour goûter un vin différent par exemple. Mais en tout cas, avant de s'endormir, pour ceux qui ont eu des ennuis comme ça, buvez pas mal d'eau, mais quitte pourquoi pas un demi-litre d'eau, et vous allez être très étonné, vous aurez pas mal à la tête. Je suis tout à fait d'accord. Bon, ensuite, il y a aussi nos chers vignerons mettent moins de sulfite aussi dans le vin, qui est aussi sujet à maux de tête. Donc, le tout mélangé permet d'éviter ce genre de désagrément le lendemain, quoi. Voilà. Et oui, il faut boire de l'eau quand on boit du vin, parce que ça permet, justement ce que vous disiez, de ne pas se déshydrater. En fait, vous vouliez plutôt nous parler du vin que de l'amour. Mais en fait, c'est lié. Puisque le vin amène un peu à l'ivresse et peut désinhiber. Bon, moi, j'ai pas de souci de ce côté-là, mais il y a des gens, ça leur permet aussi de passer sur des choses et de se désinhiber aussi. Oui, mais attention, parce que boire beaucoup de vin n'est pas tellement favorable à l'érection. Non, j'ai pas dit beaucoup, hein. Donc ça peut, si vous êtes totalement désinhibé mais que vous n'avez plus d'érection, ça va pas servir à grand chose. Oui, tout à fait. Mais bon, vous savez très bien, je vais pas vous l'expliquer, que dans les jeux sexuels, il n'y a pas que la pénétration. Non, on est bien d'accord. C'est bien dur. On peut s'amuser tout autrement aussi. Oui, mais si c'est. Moi, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Alors, vous avez bien raison. Puisque Brigitte amène les problèmes, par exemple, l'impact du vin sur, dans une phase de séduction, par exemple, sur pas la performance, mais le comportement sexuel. C'est vrai qu'il y a des symptômes qui s'améliorent, hein, il faut le savoir, et beaucoup le savent très bien. L'éjaculation précoce, par exemple, peut être un petit peu différé, et quelques-uns la résolvent et ils disent bien, quand je bois un petit peu, je contrôle mieux mes émotions et je suis plus tranquille. Les petites pannes érectiles qui sont relationnelles, avec un petit peu, mais toujours exactement ce que disait Brigitte, un petit peu et beaucoup, par contre, ça va provoquer parfois une inhibition, je peux plus bander, et c'est normal, parce que on a un effet biphasique et c'est comme ça que ça se passe. Alors, allez-y pour l'alcool avec modération. Vous savez très bien que les sommeliers, vous savez ce qu'ils font, ils ne boivent pas. Ils recrachent, bien sûr. Ils recrachent, bon, c'est leur métier, sinon ça serait pas possible. Hein. Mais je crois qu'on peut alterner et avoir beaucoup de plaisir sans avoir d'excès.
Ah oui, tout à fait, oui, bien Et sûr. puis, ce qui est intéressant aussi à remarquer, hein, c'est ce que disent notamment les sommeliers, les femmes se mettent un peu plus au vin qu'avant et sont assez bonnes connaisseuses aussi, hein, peut-être même parfois mieux que les hommes. Ah, puis aujourd'hui, il y a un nombre de sommelières. Oui, Il y exactement. a 20 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Et très fort, c'est très remarquable. Et de heureusement que la société change de ce côté-là. Oui, et de plus en plus dans un restaurant, on va demander qui goûte le vin, alors qu'avant c'était systématiquement l'homme. Hein. C'était impensable de demander à la femme de goûter le vin. Donc on voit bien qu'il y a quand même l'égalité s'affirme dans tous les domaines. C'est intéressant. Et curieusement, quand j'ai posé la question au sommelier, eh bien finalement, les femmes auraient tendance à préférer le rouge et non pas le blanc, contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec le témoignage de Belinda. Peut-être quand les hommes les avaient, canalisés, les avaient catalogués, une femme, c'est des vins blancs sucrés. Et par contre, il a toujours été dit de beaucoup de femmes, moi, en consultation depuis 30 ans, le nombre de femmes qui m'ont dit avec un petit verre de champagne, là je peux. Hein, je suis dans un état, je suis dans une relation amoureuse, mais je suis un petit peu freiné. Un petit verre de champagne et les choses deviennent possibles. Et c'est vrai que les femmes sont plus amatrices de champagne que les hommes. Ouais, c'est possible. C'est aussi quelque chose qu'on a largement remarqué. Donc voilà pour la Saint-Valentin. Vous savez tous, messieurs, ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Pas que pour la Saint-Valentin d'ailleurs. Non, bien sûr, mais là, on est quand même à J-2. Hein, donc, on est quand même là, ça commence à chauffer. Hein, il faut commencer. Il faut chauffer les cuisinières. Il faut se préparer. Bon, en tout cas, merci Christophe merci beaucoup, de votre témoignage. Et puis, on va continuer, bien sûr, dans la deuxième heure. Il y a une information qu'on m'a donnée, je ne sais pas, vous qui êtes bordelais, justement, qu'avec le fait que la température augmente un petit peu, les vins de Bordeaux ont tendance à perdre un peu de leur qualité, ou ça bouge un peu. Perdre de la qualité, je ne sais pas. Mais prendre du degré, oui. Et ça bouge un peu. Ouais. Il était dit, moi j'ai le souvenir, et donc dans ma famille avec pas mal de gens qui étaient dans le vin, qu'un Bordeaux ne pouvait pas faire, dans les années 70-80, ça se disait, ne pouvait pas faire plus de 11,5 degrés. Dans les années 90, il s'est passé à 12. Aujourd'hui, vous voyez, alors c'est pas que Bordeaux, hein, il est passé à 13 et plus. Alors avec le fait que plus vous augmentez en alcool, plus on sent l'alcool plus que les notes de fruits. Et le Bordeaux, c'est quand même un truc très particulier qui est né de alors je sais, c'est le Bordelais, je suis pas un œnologue, hein. Je le fais sous le couvert de mes amis œnologues qui peuvent écouter. Le Bordeaux s'est construit par rapport au phylloxéra, vous savez, cette maladie du vin, et quand on a trouvé des solutions, on a trouvé des plants qui étaient résistants, et ce que l'on a fait dans Bordeaux, c'est de l'assemblage. Alors que dans d'autres régions comme Bourgogne, c'est pratiquement un même cépage pour tel ou tel type de vin. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui est affaibli par la montée en alcool, c'est possible. Bon, en tout cas, si quelqu'un a une information et qu'il a envie de nous la faire partager, on l'attend bien Avec sûr plaisir. sur Sud Radio. On se retrouve après les infos. L'amour et le vin, quelle est la place du vin dans la sensualité? On en parle aujourd'hui avec Philippe Breneau. Venez participer à l'émission et appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous. Vous êtes psychiatre, anthropologue, sexothérapeute et vous êtes d'origine bordelaise. On comprend bien sûr aussi pourquoi c'est vous qui faites cette émission sur l'amour et le vin. Et je rappelle que ce magnifique livre, évidemment, n'est plus disponible, mais peut-être qu'on peut encore le trouver. Chez des libraires d'occasion, ça peut se trouver, le vin et l'amour. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à le relire, le regarder pour cette émission. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, notamment Pourquoi c'est si compliqué l'amour. Ça, c'est un livre où vous parlez beaucoup des difficultés des couples pour arriver à tenir la distance. Hein, oui, on peut s'interroger parce que tiens, on va approcher la Saint-Valentin.
c'est quand même formidable. C'est un phénomène humain uniquement. Ça n'existe pas dans les autres espèces. Le fait de tomber amoureux comme ça. Ça existe partout, c'est la grande affaire de toutes les sociétés. On s'est organisé par rapport à ça. Et pourquoi ça ne peut pas durer longtemps? Lorsque, dans des sociétés comme nous, démocratiques, c'est-à-dire libres, où il n'y a pas des chaînes qui retiennent l'autre. Alors on se rend compte à ce moment-là que le mariage avait été instauré il y a peut-être entre 20 et 50 000 ans. Il a été instauré pour empêcher le second de partir. En général, c'était pour le pire et le meilleur. Enfin, pour le meilleur et le pire. Pour le pire et le meilleur. Donc, on se rend bien compte que ça avait été organisé pour ça. Le mariage à vie et l'interdiction de l'adultère. Et pour la famille, hein, pour élever les enfants. Puisque le but, c'était la filiation, la famille. Et donc, on se pose la question, eh bien oui, parce que quand on libère les chaînes, ce qui se passe en Occident depuis, pour nous, à peu près 40 à 50 ans. C'est surtout depuis que les femmes ont accès au travail. Oui. Parce qu'à partir du moment où on a des ressources financières, peut-être, mais en tout cas, depuis que la femme peut subvenir à ses besoins, elle peut s'en aller, alors qu'avant, elle n'avait. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai toujours un copain, mais on se voit plus beaucoup parce que nos vies ont changé. Mais j'ai un copain qui est médium, hein, et il me racontait que dans les années 60, donc avant que les femmes travaillent, les femmes venaient et puis elles disaient « Mon mari est un peu malade, il va pas très bien, vous voyez pas qu'il va mourir ?» Parce qu'elles ne pouvaient pas tellement divorcer et donc elles souhaitaient, c'est horrible, hein, c'est pas bien, hein, elles souhaitaient la mort de leur mari pour être enfin libres. Mais vous savez, il y a une société traditionnelle dans l'Est africain, c'est très intéressant de le voir dans le milieu traditionnel. En général, un conjoint ne peut pas partir, hein, c'est un mariage à vie toujours. Eh bien là, c'est un pays, je l'ai plus en tête, Ouganda ou un truc comme ça, où traditionnellement les femmes possèdent des terres et le revenu de leurs terres. Eh bien le nombre de divorces traditionnellement est de 20 à 30%. Enfin, existe des divorces uniquement parce que elles ont ce qu'avaient trouvé dans le mariage à vie dans toutes les sociétés, c'est d'appauvrir la femme, c'est-à-dire de ne pas lui donner les moyens d'avoir une existence sociale. Donc les choses ont largement bougé et c'est très bien. Magali, bonjour. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Oui. On vous entend pas très bien Magali, vous êtes très loin. Bon, on va essayer de retrouver Magali parce qu'on l'entendait pas très bien. Oui. Voilà, c'est bon, je suis revenue. Voilà. Vous êtes revenu, vous êtes surtout là, c'est formidable. On vous écoute, allez-y. Moi, je voulais témoigner sur le fait que j'ai eu la chance de rencontrer une personne avec qui la sensualité n'a pas besoin d'alcool et où effectivement, même si je suis pas une grosse buveuse du tout, hein, je peux boire un petit peu d'alcool, mais c'est jamais excessif parce que je suis vraiment pas une grosse buveuse. Et en fait, je trouve que les goûts du vin ou de la nourriture, s'ils sont intéressants, ça va plutôt être sur la sensualité que ça peut apporter. Tout comme on peut avoir des jeux de sensualité en faisant appel à tous nos sens. Là, je parle lors des câlins. Hein. Ça peut effectivement être intéressant je sais pas, de mettre des fruits sur le corps de la personne par exemple, mais c'est pas le fait de manger, c'est pas la nourriture en tant que telle. Pour moi, c'est plus ce qu'elle va rajouter comme goût et qui va accompagner le goût du corps, l'odeur du corps, les textures de la peau, les textures des cheveux. Et du coup, voilà, c'est plus, je vois plus la nourriture comme un complément de texture, de goût, d'odeur, mais pas pour ces effets justement d'inhibition qui peuvent être justement délétères, comme on l'a vu un petit peu avant avec vous. Et d'ailleurs, je fais de la danse de couple.
Et en fait, quand on sort et qu'on danse, on peut pas boire. Sinon, si on boit, on peut pas danser. Ou on danse pas bien du tout. Et c'est un milieu où il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de contacts entre les personnes. Et il n'y a pas besoin de boire pour pouvoir danser et passer une très bonne soirée avec beaucoup de monde. Oui, mais là, encore une fois, votre témoignage est intéressant parce qu'on voit que chez vous, ce qui peut vous donner plus de sensualité, c'est d'autres choses, et notamment la danse. Alors, on est évidemment d'accord, hein, la danse, c'est aussi un art qui met nos sens en mouvement. Hein, donc, forcément, il se passe quelque chose quand on danse. Mais ce que je trouve intéressant, vous ne devez pas être une grande gourmande, vous voyez, au sens pour certaines personnes, presque le fait de manger serait plus excitant que le fait de faire l'amour, ce qui ne doit pas être votre cas. Ah, alors, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, je suis plutôt quelqu'un qui... Je peux avoir des problèmes de boulimie, donc je peux... la nourriture est quelque chose qui peut me remplir. De boulimie, mais la boulimie, c'est pas de la gourmandise. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est même le contraire de la gourmandise. Oui. C'est vrai. Mais c'est intéressant. J'aime la bonne nourriture. Enfin, j'aime quand même la bonne nourriture, mais oui, c'est vrai que je suis capable de. Oui, oui, c'est peut-être encore une autre problématique à creuser de mon côté. Mais en tout cas, je dirais pas que je suis quelqu'un qui. Enfin, si j'aime quand même la bonne nourriture. J'aime un bon restaurant. Oui, j'ai pas dit que vous étiez. Voilà, mais c'est pas. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Si je fais un bon resto, par contre, je suis pas capable derrière d'avoir une soirée où je vais avoir toutes mes dispositions parce que je vais avoir trop mangé, justement, trop mangé. Oui. C'est-à-dire que c'était pas sur le même plan. C'est intéressant le terme qu'avait utilisé Brigitte, qui est vous n'êtes pas une grande gourmande, a-t-elle dit. Mais ça fait référence à une autre volupté dans laquelle la nourriture et le vin sont associés, et l'amour. C'est par exemple, il y a ce film emblématique, tout le monde, qui s'appelait la Grande Bouffe, dans lequel on voit Léa Massari qui avait pris pour le film, alors ça c'est les grands acteurs, elle avait pris je crois 30 kilos pour le film, elle est extraordinaire, je dis pas autre chose, c'est très étonnant. C'est un amour dans la cuisine qui mêle à la fois énormément de sensualité dans tous les sens, mais dans lequel effectivement le fait de la grande bouffe, ils vont manger sans arrêt pendant 3-4 jours et boire, et c'est vrai que ça va rajouter à la désinhibition, et là on parle, c'est pas la même chose que ce que vous évoquez, et vous dites bien, vous avez dit au début de ce que vous évoquez, je n'ai pas forcément besoin d'alcool pour me désinhiber. Et je l'entends bien, tout le monde n'en a pas besoin et ça passe pas par les mêmes voies, et peut-être même que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, et ça c'est très personnel, hein. Il y a des gens qui sont intéressés par la désinhibition et d'autres non, parce que quelquefois ça fait peur un petit peu, surtout comme vous dites, quand vous avez été boulimique, et ben vous avez fait attention à vos pulsions, et dans le fond vous êtes bien dans un équilibre qui va être beaucoup plus sur le plan, vous l'évoquez magnifiquement, sur le plan sensuel, de beaucoup de volupté, et d'utiliser à la fois les aliments, peut-être même le vin, mais pas forcément dans le fait de l'effet désinhibiteur de l'alcool. Voilà, et c'est peut-être quelque chose comme ça, mais donc il n'y a pas mieux, chacun va trouver les moyens d'approcher sensuellement le partenaire dans quelque chose qui est mutuellement satisfaisant, et c'est ce que vous racontez. On peut y arriver avec un peu d'alcool, avec un peu plus, ou avec pas du tout, c'est très personnel, voilà. Et la danse, c'est forcément quelque chose de très sensuel. Le corps en mouvement, la sensualité, c'est le corps en mouvement. Hein, c'est obligatoirement, forcément très sensuel.
Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de boire quand on dansait. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que de fait... Ça fait tourner la tête. Oui. Mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit, hein, mais les personnes qui boivent ne peuvent pas... Oui, on peut pas... si on a bu, sur des danses de couple, hein, je parle de rock, de bachata, de salsa... non, si on a trop bu, on n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrôle. Hein, il faut être très clair dans quelque chose de très précis. Hein, c'est peut-être pour ça, oui. Le contraire, justement, c'est qu'on a besoin de se lâcher dans la danse et on a besoin de connexion avec l'autre. Voilà. Ah oui. On a besoin d'une connexion avec l'autre que ne nous permet pas le fait d'avoir trop bu. Alors trop manger, ça je pense que c'est pas forcément gênant. Ou quoi qu'on doit se sentir un peu lourd si on a trop mangé pour danser. C'est ça, exactement. Mais sinon, non, si on a la tête qui tourne, si on fait plus ce qu'on fait, si on marche pas tout à fait droit, on n'est plus du tout dans la connexion à l'autre. Donc il n'y a pas de plaisir. La connexion à l'autre est importante dans la danse. Et je pense que justement quand on boit et que justement il y a cette inhibition, on n'est plus connecté à soi, c'est justement pour ça qu'on peut se permettre de faire plus de choses, et on n'est plus connecté à l'autre non plus. Eh bien, merci de ce témoignage, en tout cas Magali, et on va continuer dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer la sensualité, l'amour, le vin avec Philippe Breneau qui est avec nous. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de la bande dessinée L'incroyable histoire du sexe aux éditions Les Arènes. Donc le vin, de toute façon, ça a existé pratiquement dès le début de l'humanité, hein, en fait. Enfin non, pas de l'humanité, mais enfin ça fait... Depuis le début des civilisations occidentales, oui. Ailleurs aussi, parce que ça a été d'autres choses qui ont fait remonter, mais on fait remonter, les historiens font remonter à une dizaine de milliers d'années, dans le triangle fertile de Babylone, et effectivement, après, il y a du vin partout, quoi. Et c'est une bonne chose. Et oui, c'est toute le côté extraordinaire de l'être humain, cette capacité de créer, de trouver, de découvrir. Et c'est vrai que dans la mesure où ça se fait avec modération et consentement. On doit dire maintenant consentement, parce que c'est vrai. On ne fait pas boire quelqu'un pour profiter il y a eu très souvent sûrement des séductions où l'un des deux, ou les deux, ou l'un par exemple qui a une grande capacité à absorber un alcool, peut très bien amener l'autre à être peut-être peu conscient de ce qui se passe, et c'est vrai que c'est compliqué, parce que là, on a parlé jusqu'à présent dans cette émission de ce qui était de l'ordre de la séduction, du licite, du consentement. Mais effectivement, s'il y a un abus par la personne ou par manipulation un petit peu, effectivement, il peut y avoir des violences, il peut y avoir des choses qui sont inacceptables, et des excès. Effectivement, si ça libère la sexualité, alors la personne, les hommes ont quelquefois prétendu, elle était consentante. Oui, parce qu'il y a une désinhibition par l'alcool, sauf que, est-ce qu'elle était consentante à boire de cette façon-là? On doit aussi peut-être mettre en garde une personne qui ne se rend pas compte de l'ivresse, qui ne tient pas bien l'alcool. Camille, il me semble, oui, que vous avez utilisé le vin pour vous désinhiber un petit peu. Bonjour. Je confirme. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Philippe. Bonjour, Camille. Allez-y, racontez-nous. Oui, donc j'aime bien boire à l'occasion. J'aime beaucoup le bon vin et le bon rhum. Mais je fais beaucoup de sport, donc j'élimine. Et en temps normal, je n'ai absolument pas besoin d'alcool pour me désinhiber. Je suis assez désinhibée comme ça, mais ça m'a été d'une grande utilité lorsque mon conjoint, qui est condoliste, m'a proposé pour la première fois de faire intervenir une tierce personne, un homme, que j'ai choisi. Oui. Et donc j'étais tout à fait partante et consentante, mais je n'étais pas entièrement confiante dans mes capacités à assurer, disons. À vous laisser aller, peut-être.
Oui, aussi peut-être, ou j'avais peur de ne pas être assez intéressante, assez belle, que j'ai pas pour deux, peut-être j'étais un petit peu... Voilà. Oui, vous étiez un petit peu stressé, tout simplement, ça peut se comprendre. Oui, tout simplement, oui, c'est comme ça que je l'avais formulé, quoi. Et donc, j'avais dit à mon conjoint, je panique un peu, là, je vais prendre un petit remontant, enfin, je vais prendre un petit démontant, et j'ai pris effectivement un petit verre de rhum, et ça a été tout ce dont j'avais besoin. Vous voulez dire pour faire l'appel, là, à la radio ? Non, vous avez... Mais non, parce que je me disais peut-être, parce que ça arrive quelquefois, il y en a qui disent, j'avais cru comprendre, j'ai peut-être pas fait attention à tout, je me suis dit comme si vous aviez pris un petit verre de rhum pour pouvoir nous appeler. Non. Ah non, pas du tout, Non, c'était pour cette soirée à 3. Voilà, c'est ça, avant la chose. On dit bien, donne du rhum à ton homme. Ah oui, c'est vrai. Voilà, dans ce cas-là, c'était à moi. Et comment dire, alors je n'étais pas du tout ivre, ni dans un état second, mais c'est tout simplement désinhibée complètement, quoi. Et c'était le petit coup de pouce qui manquait pour permettre de sauter le pas. Oui, et puis je crois même, je ne sais pas, vous allez me dire si je me trompe ou pas, je crois même que ça peut avoir un effet placebo. On se dit, oh là, il faut que je me libère un tout petit peu, et puis on prend un verre qui de toute façon, c'est un moment agréable, c'est un moment où on a du plaisir à boire, je suppose que visiblement, vous l'avez dit, vous aimez bien le rhum, et ça a aussi cet effet-là, cet effet de se dire, ça y est, je suis prête. Je suis entièrement d'accord, c'est ça, parce que ça n'était pas concevable que ce soit le tout petit shot de rhum que j'ai pris qui m'ait mise dans cet état-là. Donc effectivement, oui, j'étais prête à être prête et c'est ça. Et ça, je crois que c'est important de signaler, notamment aux femmes qui sont souvent plus inhibées que les hommes, quoique le fait de se préparer par un petit rituel. Alors ça peut être un verre de rhum, ça peut être autre chose, ça peut être de prendre un bain, c'est une belle manière de se libérer, de s'ouvrir et d'être plus à l'aise dans la rencontre amoureuse. Et puis là, en effet, c'était quand même c'était la première fois que vous faisiez l'amour avec 2 hommes. Oui, la première fois. Donc c'était quand même une première fois. Ça peut toujours être un petit peu stressant. Avec 2 hommes. Intimidant. Oui, avec 2 hommes ou plutôt avec quelqu'un d'extérieur. Et c'est ça qui est très particulier. Par contre, dans quelle mesure alors vous aviez besoin de ce petit plus, et est-ce que ça a participé, vous croyez, à peut-être même au niveau de la jouissance? Alors, là, je vais être un peu rabat-joie parce que je n'ai pas... comment dire, ce genre de situation, ça n'est pas quelque chose qui me donne un plaisir immense en termes d'orgasme. J'en ai pas d'ailleurs. Ça me donne beaucoup de plaisir en termes de fantasme. C'est ça, c'est quelque chose que vous faites pour créer de la fantasmatique dans votre couple. Voilà, mais ça, je le sais, sans remords et sans être forcé. Non, bien sûr, ça nourrit. La fantasmatique est un aphrodisiaque extraordinaire, donc ça nourrit votre fantasmatique, c'est formidable. C'est tout à fait consenti. Mais vous le faites, vous vous exhibez, c'est ça qui vous excite, mais c'est pas l'exhibition qui vous permet d'arriver à l'orgasme, forcément. C'est tout à fait ça, voilà. Bien sûr, je comprends très bien. Alors que vous avez facilement des orgasmes avec votre partenaire. Ah oui, très très facilement, oui. Voilà, mais ça montre bien, et c'est tout ce que vous nous dites, c'est que cette situation que vous désirez parce qu'elle est excitante à d'autres niveaux, elle permet pas complètement. Alors je reprends les termes qu'a utilisé Brigitte tout à l'heure et qui sont des termes plutôt féminins, de s'ouvrir, de s'abandonner en s'ouvrant, qui est pas facile du tout. Et peut-être même qu'une part de vous, inconsciemment, ne le désire pas, parce que c'est pas celui que j'aime profondément. C'est très possible. Ah, voyez, oui. parce
puisqu'il n'y a pas de doute, si vous avez une jouissance qui est assez facile, vous devez pouvoir jouir avec un partenaire que vous choisissez, avec qui vous êtes. Et puis là, c'est très particulier, parce que c'est la première situation où il y a une sorte de choix. Et bien là... Mais peut-être aussi que de jouir avec un inconnu, ce serait une transgression qui n'est pas possible. Voilà, on exactement. réserve son orgasme pour celui qu'on aime. Voilà, exactement. Mais ça, on ne le sait pas forcément. Non, et puis surtout Camille, vous torturez pas la tête, hein, ça n'a pas d'importance. Tout se passe bien, on ne va pas vous créer des soucis. Non, puisque vous dites même que ça vous amène beaucoup plus de choses autres. C'est-à-dire, cette espèce de dépassement est jouissif à d'autres niveaux. Et alors, vous avez refait l'expérience avec un autre homme ou pas? Alors on l'a refaite à plusieurs reprises avec le même homme parce qu'on est à l'aise avec lui et on ne se pose pas de questions sur ça. Et est-ce que vous avez besoin à chaque fois d'un verre de rhum? Non, moins. C'est fini. Bon. Donc, ça me fait plaisir parce que ça met l'ambiance, mais non, je n'en ai plus besoin. Non, Je vous signale quand même que vous avez choisi du rhum parce que vous auriez pu prendre du whisky, du je sais pas quel autre, et que dans rhum il y a homme. Ah, c'est bien vu. Non, je sais pas si ça a une valeur. C'est un petit jeu de mots, mais j'ai remarqué que des choses comme ça, il y en a beaucoup c'est amusant, quoi. Mais moi, je trouve le rhum plus sensuel que le whisky. Oui. Le whisky, c'est vraiment un truc de mec. Un vieux rhum ambré. Oh, moi j'adore. Je suis très très passionné de rhum. Plutôt que des alcools blancs. Eh bien voilà, ça va. Merci en tout cas de ce témoignage qui là encore une fois montre bien cet effet de l'alcool qui est quand même une clé pour ouvrir une porte, si je peux dire. Oui, et puis des portes et qui s'ouvrent, et vous le dites bien. Là, on parle de femmes qui s'ouvrent. C'est vrai que les hommes, c'est pas qu'ils en ont moins besoin. Ça peut avoir des effets délétères si par exemple le système érectile ne marche pas pareil, mais ça permet plus facilement à une femme qui le désire de s'ouvrir parce qu'il y a des mécanismes de défense contre l'accouplement qui sont des mécanismes normaux qui se mettent en jeu malgré nous. Et dans une situation comme ça, comme raconte Camille, lorsque c'est avec un phénomène extérieur désiré, ils peuvent se mettre en jeu et donc ça relâche un petit peu pour permettre l'ouverture. Oui, et d'ailleurs on le voit bien, l'alcool va nous rendre un petit peu plus lascives, si je puis dire. Beaucoup de femmes le savent, ça nous rend plus lascives. Et le mot, je crois, est bien trouvé. Et c'est pas, je veux dire, un homme qui deviendrait un peu lascif, ça serait pas très bon pour l'acte sexuel. Alors que nous, au contraire, plus on est lascive. Et voilà. Là, j'écris les mots que vous dites, Brigitte. N'est-ce pas pour réécrire votre livre? Ah, d'abord, mais c'est pas ça. C'est qu'un homme dirait pas ces mots-là. On les utilise pas, et en tout cas pour nous. Mais non. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe au masculin. Un homme lascif, un homme ouvert. Un homme déconstruit, peut-être. Peut-être que les hommes déconstruits s'ouvrent, je ne sais pas. Vous devriez inviter Sandrine Rousseau pour en parler. Certainement, on aurait beaucoup de choses à se dire. Allez, on va faire une petite pause, on revient sur le sexe au conseil. Est-ce qu'on peut vivre sans sexe ? Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, le sexe au conseil du jour, Philippe Breneau, peut-on vivre sans sexe ? Alors c'est vrai que le sexe c'est un besoin pour l'espèce humaine, parce que si on se reproduit plus du tout, elle va mourir, l'espèce humaine, on le sait. En revanche, pour l'individu, à proprement parler, c'est pas un besoin pour survivre, comme le sont la nourriture, l'eau et le sommeil, mais néanmoins, et je trouve que c'est quand même important parce que je trouve qu'il y a trop de gens actuellement qui voudraient que les hommes se passent de sexe, ou quand je dis les hommes, les femmes aussi. Il y a quand même certains besoins qui sont certes pas vitaux, mais qui sont quand même essentiels à notre bien-être. Il suffit de revisiter la fameuse pyramide des besoins de Maslow. Donc on a besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'autonomie, et je crois qu'on a besoin d'amour et de sexe. Le sexe est souvent mal vu, mais on sait que c'est un excellent antidépresseur. C'est également
un excellent antidouleur. Je sais, pour avoir déjà entendu des femmes qui ont de la polyarthrite ou des choses comme ça, qui après un orgasme sont soulagées. Méfions-nous donc des jugements trop culturels qui reposent sur des notions morales. Hein. Le manque de sexe, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose de douloureux, c'est vraiment un manque. Alors certes, ils vont pas mourir, mais si on est très très mal dans son équilibre psychique, on n'est pas bien, et on peut même d'ailleurs déclencher une maladie, une dépression. Donc je crois que c'est indispensable de ne pas se tromper quand on décide de s'engager avec quelqu'un sur un minimum de compatibilité sexuelle. Oui, c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, parce que on voit de quelle façon, quand même, peut-on vivre sans sexe? Bien sûr, on peut, mais beaucoup de gens sont très malheureux, ils en parlent peu, ils viennent pas consulter, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à faire de rencontres. Tous les thérapeutes en voient, alors on les voit pas directement pour du sexe, mais parce qu'ils viennent, ils n'arrivent pas à nouer des relations, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et on va d'ailleurs souvent leur apprendre à s'ouvrir, peut-être même à séduire, maintenant à s'inscrire dans des sites rencontres. Ils sont tellement inhibés qu'ils n'y arrivent pas. Et vraiment, parce que ce qui manque, c'est, quand on dit sexe, c'est le sexe, la sensualité, le contact avec un humain, c'est-à-dire cet échange cutané, du peau à peau. Bien sûr, que l'on a avec la maman dans les premiers jours, et c'est ce qui se passe dans le fond. Tiens, j'avais pas pensé comme ça. On appelle le pot à pot maintenant du bébé avec sa maman. On essaie de le faire pendant les premières heures, et ainsi de suite. Mais dans la vie, il y a que 2 moments où il y a une hormone particulière, c'est l'ocytocine, qui se décharge à ce moment-là et qui va structurer le bébé. Et un autre moment, c'est la rencontre amoureuse, où on se fout à poil et 2 épidermes vont se toucher pendant longtemps. C'est les 2 seuls moments. On fait pas ça avec les amis, on fait pas ça avec. Et il y a également ces décharges d'ocytocine qui font du bien. En même temps, on sait que de se prendre un peu dans les bras quand on est des amis, tout ça fait du bien. Et il y a même des groupes maintenant, des femmes qui font des câlins. Je ne sais plus comment elle s'appelait, cette femme indienne, là où on faisait la queue pour qu'elle nous prenne dans ses bras. Et elle fait une embrassade. Donc on voit bien que c'est quelque chose dont on a besoin. Ça ramène le terme d'embrasser, d'ailleurs on oublie l'étymologie, c'est être dans les bras. Bien sûr. Alors que on pense à la bise qu'on peut faire, je t'embrasse, mais je t'embrasse, c'est quand même quand on entoure l'autre avec ses bras. Normalement c'est comme ça qu'on se fait du bien, évidemment, pas simplement avec une bise. Peut-être qu'on le fait pas assez. On va le faire. Vanessa, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Et bonjour Vanessa. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci je crois que vous réagissez au témoignage qu'on a entendu de Magali, qui dansait. Voilà, tout à fait. Et merci Philippe pour la transition, parce qu'embrasser en espagnol, on parle d'abrazo. Abrazo. Oui. Donc voilà, c'est la transition parfaite. Alors oui, je suis d'accord avec Magali sur le fait qu'il ne faut pas être ivre quand on danse, surtout en couple. Et on voit bien la différence entre les atmosphères de boîte de nuit et les soirées justement de danse qu'on appelle les sociales, où on danse en couple, souvent dans les écoles de danse ou autres. Mais là où je suis pas entièrement d'accord avec elle, c'est que je trouve que surtout dans les danses latines, comme la salsa, la bachata, que je pratique aussi, sont des danses originaires de pays pauvres. Et la danse permet de se lâcher. Et dans ces pays-là, l'alcool a une importance quand même. Et par exemple, je salue mon prof de salsa, coucou Jordanis. Et lui, je sais qu'il aime bien, avant ses stages, avant les cours, prendre son petit shot de rhum. Et c'est quelque chose qui est vraiment culturel, qui est propre à la danse. Alors évidemment, j'insiste bien, on n'est pas ivre quand on danse. Mais culturellement, c'est quand même quelque chose qui est important. Et dans la bachata, qui est originaire de République dominicaine, là aussi, c'est une danse qui est issue de milieux populaires où la vie est très dure
Et les gens se retrouvent ensuite le soir pour danser, pour évacuer les difficultés de la vie. Et l'alcool est présent aussi, et on le retrouve dans les textes des chansons de bachata qui disent on pleure, on boit, et on danse et on rit. Oui, mais c'est joli ce que vous dites, parce que c'est vrai que l'alcool, il a aussi cet effet de nous faire oublier la peine, les difficultés de la vie. Il y a le côté euphorique, positif, évidemment. Il faut pas se saouler la gueule pour oublier, c'est pas ce que je veux dire, évidemment, mais un peu d'alcool, ça nous permet de voir la vie un peu plus en rose. Oui, et la danse, bien sûr. Et puis, comme vous le dites, c'est très culturel, c'est-à-dire, d'abord, c'est issu du soleil, hein, le rhum, la canne à sucre, tout ça, c'est très mêlé. Bon, donc il y a une... Et très souvent, on va retrouver, hein, d'ailleurs, dans pas mal de cultures, le vin, les alcools, enfin certains alcools, qui sont mêlés à la sensualité. Hein, et là, s'il y a quelque chose de sensuel, c'est la danse, c'est ce que vous évoquez, les danses sud-américaines, bien sûr. Et la joie de vivre. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Vanessa. C'est bien d'avoir réagi. J'adore quand vous réagissez aux témoignages que vous entendez. Philippe, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Eh bien, bonjour Philippe, vous avez un très beau prénom. Vous savez que c'est incroyable le nombre de Philippe que je connais autour de moi. C'est normal puisque moi j'aime les chevaux. Ah, voilà, oui, exactement. Et oui, c'est ça. Alors, on va pas parler chevaux, hein, on va parler de vin. Non. Exactement. Alors, je voulais vous parler donc d'une relation passée qui était très agréable et on avait un petit rituel. C'est que de temps en temps, notre émotionnel n'y ressortait pas suffisamment et on avait besoin de se mettre une petite bouteille à table, une bouteille de vin rouge, et on buvait un petit peu de vin rouge et ça nous relâchait pour pouvoir après faire l'amour tout détendu. Et ça nous aidait à transmettre un petit peu l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, parce qu'on n'arrivait pas souvent à se le dire suffisamment verbalement. Et ça nous détendait en même temps aussi. Voilà, on avait ce petit rituel de temps en temps. On se faisait ça souvent avec des vins rouges, ou ça nous arrivait avec des vins cuits, type sans citer de marque du Porto. Qu'on aimait bien aussi, Porto Blanc. Mais voyez, vous avez dit le mot, vous avez parlé de rituel. Et là encore, c'est formidable parce que grâce à ce petit verre de Porto, vous aviez ce rituel. Et il y a quelque chose qui tout d'un coup coule facilement, vient pour l'un comme pour l'autre. Ça permettait de se retrouver vraiment. Voilà, on se retrouvait et on oubliait le reste. On essayait de plus parler d'autre chose, on parlait que de nous et voilà, ça nous permet de nous retrouver, oui, c'est ça. Et vous évoquez les rituels, Brigitte, c'est l'un des premiers anxiolytiques, le rituel. C'est d'ailleurs pour ça que, regardez, toutes les religions ont bougent des chapelets, tournent des moulins à prière. Et c'est-à-dire quelque chose qui est ritualisé est anxiolytique, ça on le sait. Et entre deux personnes, la ritualisation, c'est-à-dire qu'on a un petit scénario qui correspond à notre rencontre, à ce qui fait qu'on arrive à se détendre et se rapprocher, ça va être tel ou tel alcool. Là, c'est par exemple, vous parlez de vin cuit, de muscat ou quelque chose comme ça. Chacun va trouver les éléments qui permettent de retrouver le moment. Vous êtes dans un espace, j'aimais bien un terme que donnait Cocteau. Je vis dans un espace entre ciel et terre. Eh ben c'est ça. On vit toute la journée sur Terre, et il y a un moment où, dans ces rencontres sensuelles avec quelqu'un avec qui on a déjà fait ça, ce rituel nous permet d'être entre ciel et terre, d'être dans un autre univers dans lequel, à ce moment-là, la sensualité est décuplée. Parce que le seul intérêt de tout le rituel en fait partie, hein, l'alcool peut en faire un peu partie, c'est d'abaisser les seuils de déclenchement des émotions. C'est-à-dire, on va être hyper réceptif à la moindre caresse, et ce qui va nous permettre, parce qu'on se connaît, parce que on sait que c'est mutuellement consenti. Hein, et vous racontez ça très bien. Le rituel, Brigitte a insisté là-dessus, c'est le rituel qui permet d'y revenir. C'est Philippe qui a utilisé le mot, je n'ai fait que reprendre votre mot, Philippe. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Et on va faire une toute petite pause et on va conclure avec Anne-Lise également, qui veut nous raconter un moment de sa vie qui est également tout à fait touchant.
le sexe nous permettrait d'aller mieux. Pourrait-il être une sorte de thérapie? On en parle demain avec Philippe Arlin, sexologue. Venez apporter votre témoignage 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Philippe Breneau, merci d'abord parce que c'est un peu grâce à vous que j'ai aussi eu l'idée de faire cette émission sur le vin, la sensualité. Et merci Brigitte, parce grâce que à ce livre magnifique. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, ça va me redonner des idées. Allez, on va refaire ce livre et puis je viendrai vous en parler. Eh oui, ça ouvre l'esprit. Et on va conclure avec vous, Anne-Lise. Merci de réagir justement. Bonjour Brigitte, écoutez, merci de votre émission. C'est vraiment une thématique très intéressante et puis qui m'a parlé tout de suite. C'est vrai, ça vous a rappelé un bon souvenir? Racontez-nous-le. Ça m'a rappelé un très bon souvenir. En effet, avec mon conjoint, mon conjoint actuel, on a eu des débuts un peu tumultueux, on va dire. Je t'aime, moi non plus. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Enfin, vous voyez un petit peu. Et puis, quand il a eu enfin compris qu'il fallait qu'on tombe les masques et qu'on démarre une relation sereine, il m'a convié à un pique-nique. Et je me rappelle plus du tout ce qu'on a mangé. En revanche, je me rappelle exactement ce qu'on a bu. C'est une bouteille de Gevrey-Chambertin. Mmh. Et cette bouteille, le pique-nique était au bord de son étang, et le cadre, le printemps, la tombée de nuit et la bouteille de Gevrey-Chambertin, c'est vraiment une émotion qui est restée gravée pour tous les deux, en fait. Ah oui. C'est extraordinaire parce que vous vous souvenez absolument pas de ce que vous avez mangé. Je pense que ça pouvait être une boîte de conserve. Je me serais rappelé que de la bouteille de vin. Enfin, c'est pas n'importe quel vin non plus, mais. Non, c'est vrai. D'ailleurs, depuis, on n'en a pas rebu parce que vraiment, ça marque le début de notre histoire. Et c'est en écoutant votre émission, on a décidé qu'on allait se paxer bientôt, là, au mois de juin. Et c'est en écoutant votre émission que je me suis dit, il faut qu'on boive une bouteille de Gevrey-Chambertin pour célébrer notre Pax. C'est formidable, écoutez, je suis ravie. Comme ça, vous aurez une petite pensée pour moi ce jour-là. Mais oui, parce que un Gevrey-Chambertin, on n'en boit pas tous les jours. C'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que le fait d'un vin d'exception, il fallait aussi à ce moment-là que vous soyez tous les deux capables de le savoir, de le ressentir. Moi, j'ai eu une expérience affreuse. Hein. Mon grand-père était négociant, on l'a dit au début, et il avait pris il était très âgé, hein, c'était il y a très longtemps. Il va prendre en 1929, je crois, c'était des caisses d'Yquem. Et Yquem, c'était ce qu'on a appelé l'année du siècle. Oui, mais l'année du siècle, c'est-à-dire c'est Yquem 1929. Il en avait acheté, je sais pas, à l'époque, lui négociant, plusieurs caisses pour les petits-enfants qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas... Et donc, on a tous des caisses d'Yquem 29. Et je me souviens en avoir ouvert une, il y a très longtemps, avec 2 ou 3 amis qui étaient des esthètes dans le vin, comme vous, qui auraient apprécié un Gevrey-Chambertin. Il y en a un, je me souviens plus son nom, mais c'est comme ce que vous avez mangé avec. Je ne me souviens plus de son nom. Nous, on goûtait en donnant, il a ceci, on l'a pris. Et l'autre a pris ça d'un seul coup, et puis il a dit, ah, c'est bon. Et je veux dire, j'étais tellement stupéfait, je me souviens plus de son nom. C'est-à-dire que je crois que le fait d'apprécier un vin d'exception, d'abord, c'est pas pour dévaloriser. Tout le monde n'apprécie pas forcément, mais ça voulait dire que vous étiez sur la même longueur d'onde. Exactement. Du même appréciation. Et moi, ce que je trouve étonnant dans ce que vous nous racontez, Anne-Lise, c'est que dans un pique-nique au bord d'un étang, c'est peut-être pas le vin a priori, on va amener. C'est là où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose ce mec, à faire quand même, avec cet homme-là. On est d'accord. Vous pensez la même chose que moi, voilà. Je suis d'accord. Ben oui, parce que on amène. Il aurait apporté une bouteille de rosé, vous vous en souviendriez peut-être pas et vous n'auriez peut-être pas succombé. Mais c'est aussi parce que vous en saviez la valeur, pas en argent, hein, mais vous en saviez, vous voyez que c'était quelqu'un de raffiné. Enfin, voilà. C'est exactement ça, en fait, une personne généreuse, et c'était un trait de son caractère qui est sorti à ce moment-là. Oui, mais c'est tout le symbole finalement quelque part. Hein. On est bien d'accord, Philippe Breneau. Oui. Quand on va dîner chez quelqu'un, si on apporte une bouteille, faites attention parce que c'est symboliquement très fort. Si vous apportez une bouteille, un cubi, ça va pas le faire.
C'est vrai. Il vaut mieux apporter un jus de fruits à ce moment-là. Exactement, oui, parce que c'est un peu la même chose, hein, mais le jus de fruits, c'est un peu moins élaboré. Par contre, Brigitte a bien vous souligne une chose, c'est que nous sommes des animaux symboliques. Et c'est vraiment par le symbole que les relations humaines se font, que l'on approfondit les relations humaines. Et là, quand on est dans une même symbolique, et vous étiez dans la même symbolique d'un vin d'exception, hein, qui est pas et qui vous réunit. Et d'ailleurs, ce symbole, vous avez, grâce à cette émission, envie de le réutiliser pour le jour où vous allez vous paxer. Et ça montre bien la puissance. Non, mais ça montre la puissance du symbole. Exactement. Et vous l'avez compris, puisque vous n'avez pas besoin de nous pour. Mais je tiens à le dire pour tous ceux qui nous écoutent. Pensez à ça, pensez au symbole de ce qui symbolise votre amour, ce qui symbolise votre couple. Et peut-être, pourquoi pas, un vin ou autre chose, hein, bien sûr. Il y a... Mais c'était peut-être pas forcément prévu non plus. C'est peut-être pour ça qu'il m'a marqué ce vin. C'est parce que des fois on veut prévoir des grands plats, et puis finalement un pique-nique, une bonne bouteille, et puis c'est la bouteille qui marque, qui scelle un peu ce démarrage d'histoire. Je sais pas. C'est un peu des fois aussi sans tout prévoir, mais juste apprécier aussi les bonnes occasions. Oui, mais je pense que là encore, on revient au symbole. C'est-à-dire que pour lui, parce que c'est certainement quelqu'un de sensuel, ou en tout cas quelqu'un qui aime l'amour et la sensualité, c'était pas très important ce qu'il apportait pour manger. Mais cette liqueur, si je peux me permettre un terme très érotique, cette liqueur avait de l'importance sur le plan symbolique. Et donc, vous l'avez bien défini. C'est devenu une liqueur amoureuse de votre couple. Hein. C'est exactement ça. Donc il y a un petit clin d'œil à tous les vignerons de Gevrey-Chambertin qui, grâce à eux, vont participer à Télénote Réunion au mois de juin. Eh ben merci en tout cas d'avoir réagi et d'avoir pris la parole, parce que c'est là aussi non seulement d'abord c'est un beau témoignage, c'était ravissant de vous écouter, mais ça donne aussi beaucoup de messages à ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde a envie que son couple dure quand on est amoureux, et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça dure. Et ben vous nous avez donné le symbole. Oui, ça peut être, il y a plein de symboles, c'est à vous de le trouver et qu'il soit partagé. Hein, oui, c'est ça. Ça peut être une musique, ça peut. C'est juste quelque chose qui n'appartient qu'à vous, voilà. Un partage symbolique. Merci beaucoup Anne-Lise, merci à vous. Merci Anne-Lise, et bravo et bon Pax, hein, puisque c'est dans pas très longtemps. C'est au mois de juin, merci beaucoup. C'est drôle d'ailleurs, vous qui écrivez, qui travaillez beaucoup sur le couple, je trouve que le Pax, c'est un petit peu les fiançailles d'antan. Ah oui. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et on voit... Parce que ça se rompt plus facilement que le mariage. Alors ça se rompt plus facilement. C'est une sorte de début d'engagement qui... Oui. Comme les fiançailles. Et alors il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Non, je connais pas de travaux là-dessus, qui sont, par exemple, les gens qui se paxent et qui, quelques temps après, vont se marier. Ça existe pas mal, je sais pas dans quelle proportion. Et de la même façon, il y avait des bagues de fiançailles, maintenant il y a des bagues de Pax, et vous pouvez avoir une bague de fiançailles, une bague de Pax et une bague de mariage. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Eh bien, écoutez, en tout cas, on aura évoqué beaucoup de choses différentes. Oui, bien sûr. On a bien compris, hein, on n'était pas là pour encourager les gens à boire. Hein. D'ailleurs, il n'y a rien sur le plateau, il n'y a aucune bouteille. J'ai mon verre d'eau. Oui, enfin, moi c'est pareil, un verre d'eau, mais il n'y a pas d'alcool. Non. Absolument. Et puis, merci à tous d'avoir témoigné, de nous avoir raconté une petite partie de votre vie. Qui était à la fois émouvante, coquine, très sensible, tout à fait, et sensuelle. Et merci à vous, Philippe. Merci Brigitte, on a fait quelque chose d'intéressant en tout cas. On espère. Moi, comme toujours avec vous, on fait toujours quelque chose d'intéressant. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres, bien sûr la bande dessinée, l'incroyable histoire du sexe. Vous avez écrit aussi votre dernier livre, Éloge de la masturbation, qui est ressorti aux éditions de la Musardine. Donc si vous êtes un peu inhibé pour vous masturber, vous prenez un verre de vin et puis ça ira mieux, ça glissera mieux. Il n'y a pas besoin de boire pour se masturber.
C'est très rare. J'ai pas entendu quelqu'un qui raconte ça. Non, eh ben alors écoutez, c'était évidemment de l'humour, vous l'aviez deviné. Oui, voilà, merci en tout cas, merci beaucoup. Demain, on sera avec Philippe Arlin et on va justement, on va parler du sexe qui nous permet parfois d'aller mieux. On oublie cette dimension de la sexualité. C'est aussi ce qui nous permet de nous construire dans notre identité humaine. C'est aussi ce qui nous permet de prendre plus confiance en nous. La sexualité, c'est quand même pas rien, et donc on essaiera d'évoquer tout ça. Et ça peut aussi être thérapeutique. Donc voilà, on essaiera d'aborder toutes ces sexualités qui sont pas uniquement là pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous aider à nous construire. Merci beaucoup Philippe Breneau, à très vite. Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour votre avenir. À demain.